Alors, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Comme vous le voyez, Nali nous a fait énormément de revues. Du coup, vous avez la chance de pouvoir les fouetter, les regarder. Ilena, du coup, il y a Omni, le livre qu'elle a du coup coécrit avec Marinette Delaney, qui est ici avec nous aussi, une photographe de théâtre, qui a coécrit beaucoup avec Nelly Gérard ses livres sur Ilka Schönbeck. Et on a donc tout différents. Ah ok, on a aussi Regard et La Vie et Dada qui est une ancienne collaboration. Oui, ok. C'est plus une revue la jeunesse. Oui. Donc voilà. Je pense normalement vous avez tout reçu. Si vous êtes là, le mail avec la petite note biographique de Nelly Gérard. Du coup, je ne veux pas peut-être en redire plus. Ça va? Ok. Donc, on a quand même la chance d'avoir aujourd'hui une critique qui a beaucoup travaillé sur le théâtre de marionnettes, mais pas que. Du coup, je pense, moi, la première question qui me viendrait, avant de laisser la parole aussi aux autres, parce que c'est aussi l'occasion voilà, pour vous de poser des questions, c'est est-ce que, du coup, comme la question de la rencontre, c'est qu'est-ce que la critique dramatique? Est-ce que vous, cet adjectif-là, ça vous gêne, critique dramatique? Puisqu'en fait, par rapport aussi au théâtre des marionnettes, est-ce que ce n'est pas un petit peu exclure du théâtre tout un pan de ce qui en fait le compose aussi? Alors, bonsoir à tous. Sur le terme de critique, j'avoue que je ne me définis pas personnellement comme critique. Je suis journaliste de formation et la critique est une de mes activités en tant que journaliste. Alors, la nuance peut paraître mince, mais c'est vrai que je considère que je suis au service du lecteur et que je ne suis pas forcément une spécialiste de l'histoire des spectacles, je ne suis pas forcément, comment dirais-je, une grande connaisseuse de l'histoire du théâtre. C'est une formation que j'ai acquise sur le tas, mais c'est vrai que je crois que par rapport à des intervenants précédents, je pense que critique dramatique, c'est une fonction et c'est une spécialité. Moi, je dirais que ça fait partie de mes activités en tant que journaliste, mais c'est vrai qu'en tant que journaliste, je rédige aussi des portraits d'artistes, je fais des enquêtes sur des sujets culturels, je vais faire des reportages peut-être dans les coulisses. Donc ça, ce ne sont pas des activités de critique. Voilà. Mais je dirais que l'un nourrit l'autre. Et quand j'aborde la critique, et ensuite je réponds à votre question, mais quand j'aborde la critique, c'est vrai que c'est plutôt avec l'idée de rendre un service au lecteur. J'estime que je vais plutôt travailler pour éclairer les choix et l'esprit critique des lecteurs plutôt que pour l'histoire du théâtre ou plutôt que pour les artistes. Je pense que le critique dramatique en tant que tel va peut-être davantage travailler pour la postérité du théâtre, sur l'histoire du théâtre. Il va pouvoir définir pourquoi tel spectacle est primordial à tel moment par rapport à d'autres mises en scène historiques. Moi, c'est vrai que je pense toujours aux lecteurs qui sont très divers, puisque j'ai pu travailler pour Dada, donc, qui est une revue pour la jeunesse, donc, qui est lue, il faut bien dire, beaucoup par des enseignants, mais qui, dans la manière dont elle est écrite, vise vraiment un public jeune. Donc, écrite pour des enfants de 10 ans, c'est très intéressant. Et ça permet aussi de se positionner dans la façon de rédiger des critiques de spectacles.
Quand j'ai écrit pour Mouvement, où c'est une revue donc vous connaissez peut-être, avec un lectorat assez pointu, qui est très au fait de la création contemporaine, on peut évidemment utiliser d'autres... comment dirais-je, d'autres présupposés. Quand on s'adresse au lecteur, on sait qu'il va avoir une connaissance de certains artistes très en vue. Voilà, donc on peut utiliser d'autres références. Et quand je travaille, comme actuellement pour le journal La Vie, donc qui est un hebdomadaire grand public, qui appartient donc Le Monde, qui est lu essentiellement par des gens... des lecteurs plutôt retraités, mais c'est un journal aussi qui est lu dans les familles. Là, j'ai bien conscience que je m'adresse au grand public, à des gens cultivés, curieux, mais je suis obligée d'adapter aussi ma façon d'écrire et la critique que j'apporte par rapport au lecteur. Donc pour moi, la critique est toujours par rapport à un certain lecteur. Ce qui lui attend au théâtre, ce qui peut l'intéresser. Donc je ne me place pas dans une critique qui soit dans l'absolu de l'histoire du théâtre. Voilà, c'est pour resituer un peu comment je vois la critique. Alors critique dramatique, je dirais que c'est un terme général pour le spectacle vivant. Enfin les arts de la scène, évidemment ce n'est pas la danse, mais en tout cas j'inclus les arts de la marionnette dans le théâtre. Pour moi les arts de la marionnette, c'est vraiment un des multiples arts de l'art dramatique, comme il y a aussi les arts du mime, le masque, le clown, qui sont aussi des arts du spectacle. Et qui, donc la marionnette reste un théâtre. On parle de théâtre de marionnette déjà. Donc je pense que c'est une vraie question qui s'est posée depuis une vingtaine d'années. Existe-t-il des critiques spécialisées en marionnettes? Faut-il être spécialisé en marionnettes pour critiquer un spectacle? C'est une question qui a été soulevée depuis, on va dire, la fin des années 90. Donc tout un mouvement professionnel, notamment autour de l'association TEMA, qui est l'association des marionnettistes en France, a beaucoup œuvré déjà pour faire reconnaître la marionnette contemporaine, pour qu'il y ait des lieux qui soient reconnus, qui ne sont toujours pas labellisés à l'heure actuelle, mais voilà, il y a un gros travail pour la formation également, pour le développement de la recherche universitaire, on pourra y revenir tout à l'heure. Donc TEMA est le courant qui a été... qui s'est créé autour de TEMA, mais aussi de chercheurs, de lieux comme le Théâtre de la Marionnette à Paris, mais aussi le Festival mondial des arts de la marionnette à Charleville-Mézières, le Festival de Strasbourg, les Giboulées de la marionnette. Voilà, il y a des institutions phares qui ont beaucoup œuvré pour ouvrir des espaces de discussion, des espaces critiques, des espaces où les artistes, des chercheurs, le public pouvaient dialoguer. Et donc à ce moment-là, dans les années, début des années 2000, qui correspond un peu au moment où moi j'ai commencé à être accrochée par les arts de la marionnette. Si vous voulez, historiquement, moi j'ai vraiment découvert la marionnette contemporaine et toute sa puissance et sa richesse en 2001, au moment de la première biennale internationale des arts de la marionnette, qui se déroulait à l'époque à la Villette et à la Ferme du Buisson. Donc cette biennale continue, elle est portée par le Théâtre de la Marionnette à Paris, qui était le nom à l'époque, aujourd'hui le Mouffetard, qui est un théâtre tout à côté de chez vous. Donc au moment où je découvre finalement la diversité et l'inventivité et la maturité aussi de ces arts-là, les arts de la marionnette, on pourra revenir sur le pluriel si vous voulez, mais eh bien, ça correspond au moment où on s'interroge pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'espace critique dans la presse pour la marionnette. Est-ce qu'il faut considérer les arts de la marionnette comme un art à part entière? Est-ce que le mot même de marionnette doit être conservé? Donc tout ça, c'était des débats assez sains sur la question même de comment rendre compte d'un art qui n'a plus rien à voir avec le traditionnel guignol, qui n'a plus à voir avec les théâtres d'ombre ou avec d'autres techniques des arts de la marionnette, mais qui est un théâtre qui utilise la matière, qui utilise les figures, enfin,
si vous avez vu le travail d'Ilka Schonbein, il y a des formes techniquement traditionnelles, mais au niveau de l'esthétique, on est vraiment dans un théâtre pour adultes qui traite de sujets graves, profonds, voilà, la mort, l'amour, des grands sujets philosophiques. Donc, faut-il parler de marionnettes ? Et la question des critiques, c'était aussi le cas, puisque donc, il y a une vingtaine d'années, il y avait justement assez peu de place dans la presse pour les spectacles de marionnettes. Alors, les explications qui avaient été données, c'est que finalement les critiques de théâtre ne connaissaient pas cette création-là, alors qu'ils auraient pu être capables de l'aborder avec leurs outils de critique théâtrale, mais peut-être étaient-ils moins armés. Alors, mon point de vue, je pense quand même que c'est comme les arts du cirque, c'est-à-dire qu'il y a des techniques propres. Okay. Voilà. Et qu'une connaissance des techniques qui sont mises en œuvre par les artistes sont quand même précieuses. C'est-à-dire que quand vous voyez un spectacle, vous êtes critique de théâtre et vous voyez pour la première fois un spectacle avec une marionnette à fil où on voit le manipulateur, celui-ci n'est plus caché, et que vous vous dites c'est extraordinaire, il faut quand même savoir que ça fait 40 ans qu'il y a des spectacles de marionnettes où il n'y a plus de marionnettistes. Il y a encore certains spectacles, notamment le théâtre noir, où le manipulateur est invisible, mais la plupart du temps dans la création contemporaine, on voit les manipulateurs. Voilà. Donc c'est juste un exemple pour dire que c'est important d'avoir quand même une certaine connaissance de l'histoire de cet art pour ne pas être, si vous voulez, surpris ou de s'enthousiasmer parce qu'on pense que c'est révolutionnaire alors que ça fait 40 ans que ça existe. Donc ça, je dirais que c'est important. Et puis la manipulation aussi, connaître la façon d'animer la marionnette, pouvoir être en mesure d'identifier si c'est bien manipulé ou ce qui est maladroit, ce qui peut être de l'ordre de l'intention de l'artiste. Si c'est un personnage qui, je ne sais pas, par exemple, apprend à marcher ou est malade et qui va avoir des gestes maladroits, bien si c'est le marionnettiste qui est vraiment maladroit, vous voyez ? Donc ça demande aussi d'avoir vu quand même un certain nombre de spectacles pour pouvoir identifier la technique, le geste, je dirais, le savoir-faire. Donc voilà, ma réponse est oui et non. Ouais. mais je me demande, est-ce que du coup, c'est intéressant parce que vous adaptez le style d'écriture au périodique sur lequel vous écrivez, et en même temps, il faut quand même, pour pouvoir écrire en particulier sur le théâtre de marionnettes, il faut quand même en avoir vu, bien le connaître. Je me demande aussi, est-ce que moi c'est un peu un problème que je trouve, peut-être parce que je ne le connais pas assez bien, un problème de vocabulaire. C'est-à-dire, parfois, vous disiez art de la marionnette, théâtre de marionnette. On peut, voilà, parfois, je ne sais pas, théâtre d'objets. Maintenant, je ne sais pas si j'ai dit des hérésies, mais parfois, on ne sait pas vraiment quel terme utiliser. Oui, pour moi, c'est la même problématique que dans le cirque. Si on ne sait pas dire que c'est un saut périlleux ou qu'on ne sait pas nommer l'agrès qui est utilisé par l'artiste, on ne joue pas tout à fait notre rôle de faire comprendre le spectacle. Il faut connaître un peu la technique, je dirais. Après, non, le théâtre d'objets, c'est un certain type de théâtre, mais encore une fois, comme ce ne sont pas des formes académiques qui sont définies avec des cahiers, des charges qui s'inscrivent dans le temps, le théâtre d'objets, c'est aussi très divers. Donc, moi, je dirais que le théâtre d'objets, par exemple, c'est quand les artistes sur scène ont besoin de l'objet pour jouer. Okay. C'est pas un accessoire. Voilà. Okay. Mais donc, pour revenir sur les termes techniques, oui, je pense que c'est important quand même de pouvoir nommer, comme je pense au théâtre, c'est quand même important de pouvoir nommer des techniques s'il y a un plein feu, les techniques d'éclairage par exemple, ou le type de danse qui peut être introduite dans un spectacle de théâtre aussi, ou si on est dans du burlesque ou dans du mime,
Enfin voilà, je pense que dans toutes les techniques du théâtre, c'est toujours bien d'être précis si on peut. Oui, ça Après, voilà. Après, il y a les techniques, en parenthèse, il y a toutes les techniques traditionnelles, c'est-à-dire est-ce que c'est une marionnette à tringle, c'est-à-dire qui se manipule par au-dessus, est-ce que c'est une gaine qui se manipule avec comment dirais-je, une figure qui est en forme de gant, est-ce que c'est effectivement d'une bunraku où on a 3 marionnettistes qui vont animer un personnage, est-ce que c'est du théâtre d'objets avec des choses très très petites qui sont manipulées sur une table, ou bien du théâtre d'ombre, du théâtre de matière avec des éléments naturels, le sable, les cailloux, enfin, on a vu des choses très diverses. Donc bon, je dirais pas que c'est essentiel, mais c'est bien d'avoir quand même un peu une vision de tout ce qui se fait pour pouvoir identifier. Mais bon, encore, je pense qu'un bon critique théâtral, il est à même de critiquer un spectacle de marionnettes. Voilà. Vous avez une question? Du coup, ça rejoint ce que vous dites avant, c'est quand même qu'il faut que le critique soit spécialiste de ce dont il parle, parce qu'il faut qu'il ait vu pour savoir parler, pour pouvoir parler d'un certain spectacle, s'il faut en avoir vu beaucoup, est-ce qu'il peut avoir la prétention d'avoir tout vu avant de commencer à écrire? Oui, je pense quand même, c'est pour ça que je terminais en disant que je pense qu'au fond, quelqu'un qui écrit sur le théâtre, qui veut faire une critique, qui s'intéresse à cet art, qui normalement a une vision ouverte et qui va pouvoir juger aussi de ça joue ou ça joue pas. Est-ce que la magie du théâtre est là? C'est quand même ça le principal. Donc, je pense qu'on peut dire des choses. Je pense aux journalistes qui sont des journalistes dans la presse quotidienne régionale qui vont chroniquer des spectacles de marionnettes parce que le théâtre municipal en programme, je pense qu'ils peuvent faire des bonnes critiques. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une grande connaissance. Donc après, tout dépend du degré de critique. Mais je dirais que si on veut vraiment affiner, c'est intéressant de connaître les mots qui sont plus justes pour décrire ce qui se passe sur scène. Après, on disait même tout à l'heure que voilà, il faudrait peut-être, je ne sais pas si spécialiser c'est le bon mot, il faudrait connaître en fait les différentes techniques, mais en même temps, c'est vrai qu'il n'existe pas, on dirait qu'il faudrait qu'elle existe, mais il n'existe pas une critique spécialisée dans la marionnette, on pourrait dire, dans la mesure où il n'existe pas aussi de publication périodique spécialisée dans la marionnette. Alors France. Il y en a eu, et alors me vient quand même une chose, c'est que le journaliste qui doit faire une critique d'un spectacle de marionnette, en fait il a quand même des outils à sa disposition, même s'il n'a jamais vu de spectacle. Normalement il a un dossier de presse, dans le dossier de presse il y a des mentions des techniques utilisées, de la recherche artistique des artistes. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que ils font ça depuis 20 ans? Donc, bon. Et puis, quand on fait une critique sur une compagnie, généralement, on essaie de voir un petit peu ce qu'ils ont fait avant, que ce soit par d'autres critiques, justement, dans une revue de presse. Donc, la revue de presse, les photos de précédents spectacles, l'expérience de la représentation en tant que spectateur, le dossier, voilà, ça peut permettre quand même, sans être spécialiste, d'avoir quand même des éléments pour faire une critique juste. Voilà. Alors sur les publications, on en parlait tout à l'heure, donc je peux redire un petit peu ce que je disais, c'est que bon, aujourd'hui, il n'y a plus de publications spécialisées à part donc Théma, qui est donc le journal de Théma qui est l'association nationale des marionnettistes professionnels, qui est basée à Paris et qui a une publication périodique avec des informations professionnelles, formation, l'actualité de la profession, mais aussi des portraits, des espaces critiques aussi dans ce journal, mais qui n'est pas en kiosque, qui est plutôt destiné à des professionnels. Ensuite, il y avait Puck, donc c'est le nom du personnage de Shakespeare dans Songe d'une nuit d'été, passage, donc qui a été publié par l'Institut international de la marionnette, qui est basé à Charleville-Mézières, et qui a eu quand même
je ne saurais pas dire, mais au moins 30 à 40 numéros qui réunissaient des critiques, des écrits donc, de critiques français, italiens, anglais. C'était trilingue. Hein. Oui, il me semble bien me souvenir que c'était à la fois italien, anglais, français, dont la rédaction en chef était assurée par Brunella Eroli, qui est une chercheuse et critique importante de la marionnette contemporaine. Et donc Puck a cessé d'être publié, et puis je ne vois pas d'autre chose. Bon, Omni, dont je peux parler un petit peu si vous voulez, mais qui n'est pas une revue en tant que telle, parce que là vous avez... alors j'ai apporté il y a des numéros en plus, je ne sais pas s'il y en a qui s'intéressent au sujet, mais vous pouvez les emporter. Ils étaient diffusés gratuitement, hein, donc... mais en revanche, j'ai apporté le premier et le dernier numéro. Comme ça, vous pourrez voir aussi un petit peu l'évolution. Donc le premier numéro a été publié en automne 2004, le dernier en automne 2012. Et merci Caroline. Donc ce n'est pas une revue indépendante, c'est publié par un théâtre. Voilà, c'est une institution culturelle qui décide pour justement faire connaître les arts de la marionnette. Donc il s'agit du théâtre de la marionnette à Paris, qui a initié donc la biennale dont je parlais tout à l'heure, qui décide finalement d'appliquer le proverbe on n'est jamais si bien servi que par soi-même, et qui décide de financer un journal qui est distribué gratuitement, donc journal qui est à la fois un organe de communication sur son actualité et qui essaye d'être un journal d'information. Voilà, bon ça c'est un petit peu le pari, voilà qui s'est passé. C'est le pari que j'ai essayé de relever, puisque la directrice du théâtre de la marionnette à Paris à l'époque, Isabelle Bertola, qui dirige toujours le Mouffetard, c'est le nouveau nom de l'institution, m'a sollicité en me demandant voilà qu'est-ce qu'on peut imaginer. Donc c'était une aventure quand même assez passionnante, parce qu'on vous demande de créer un journal. Alors évidemment c'est pas des conditions de presse professionnelle, dans le sens où vous n'êtes pas distribué en kiosque, ce n'est pas indépendant, moi j'insiste sur ce point. Il n'était pas question de faire des critiques, vous imaginez, des spectacles programmés par le théâtre. En revanche, c'était intéressant d'avoir des approches rédactionnelles un peu différentes, c'est-à-dire de s'inspirer d'un journal périodique pour avoir des portraits, des reportages, une sélection d'actualités, voilà. Donc c'est vraiment une publication intermédiaire. Ça veut tendre vers le journal, mais ça ne peut pas être un journal puisque c'est pas publié par un organe de presse. Alors ça a servi, je pense, à montrer quand même le travail des artistes, voilà, derrière les spectacles, puisqu'on allait notamment, il y avait une rubrique dans les ateliers. D'ailleurs, Caroline, tu as contribué aussi à Omni. Oui, c'est vrai. Enfin, si tu as envie de dire quelque chose d'ailleurs sur le journal, c'est bien. N'hésite pas. Mais en tout cas, à l'époque, c'est vrai que c'était la seule revue gratuite sur le sujet. C'était diffusé essentiellement dans le théâtre. Alors, dans le théâtre de la marionnette à Paris n'avait pas de théâtre. C'était aussi la motivation. De fait dans plusieurs lieux quand même. Exactement, voilà. C'était assez ingénieux de la part de la directrice. C'est que, effectivement, la motivation, ce n'était pas seulement il n'y a pas d'espace critique, c'est que le théâtre de la marionnette à Paris pendant plus de 20 ans a été sans lieu, comme de rares structures en fait, qui programment dans le théâtre des autres. Donc il y a eu des programmations, comme je disais, à la Villette, à la Ferme du Buisson, au théâtre de la Cité internationale aussi, qui a hébergé pas mal de théâtres. Donc là, la problématique du lieu, c'était de se dire, comment on fait pour dire qu'on existe, parce que quand on programme des spectacles qui ont un grand succès au théâtre de la Cité internationale, tout le monde dit, c'est de la directrice du théâtre de la Cité internationale, un travail fabuleux. Est-ce qu'elle faisait aussi à l'époque, Nicole Gauthier, mais voilà, il y avait une invisibilité de ce travail-là, donc l'idée a été de faire une revue qui parle vraiment de tout ce que fait le théâtre de la marionnette à Paris, ce théâtre sans lieu. Alors après, il y a aussi une grande activité d'action artistique. Ça, moi, ça m'a beaucoup intéressée, ça n'a rien à voir avec la critique, mais de voir aussi ce qui peut être fait en action
auprès du public, amateur, scolaire, pratique de la marionnette. Voilà. Oui. Du coup, je me demande juste s'ils n'étaient pas tourneurs en fait, plutôt que théâtre. Non, ils avaient un budget pour faire une programmation avec une équipe exactement comme dans un théâtre, des programmateurs, des personnes chargées de l'action artistique. C'était vraiment un théâtre sans lieu. Il y avait un centre de ressources également, Je me demandais de la coproduction. Où il était ce centre, du coup, en fait? Alors, le bureau était situé rue Baffroy dans le 11e, pas très loin de la place Voltaire. Okay. Du coup, le centre de documentation était là? Était là-bas, oui, okay. Tout à fait. Ok. Non, c'est vrai que ça paraît très étrange, un théâtre qui n'a pas de salle. Coup, est-ce que c'est une compagnie? Est-ce que c'est un tourneur? Ou en fait, non, je comprends ni l'un ni l'autre. Mais ouais, d'accord. C'est un lieu qui s'est créé. Qu'on n'est ni une compagnie ni un tourneur, c'est qu'il y avait parce qu'il programmait en fait, différentes compagnies. Si vous voulez, c'est un théâtre qui devait avoir un lieu et qui n'a jamais eu de lieu jusqu'à ce qu'on lui attribue le théâtre Mouffetard. C'est un théâtre qui est né grâce à un festival. En fait, il publiait la quinzaine... La semaine de la marionnette. Les semaines de la marionnette, merci. Oui, les semaines de la marionnette pendant chaque année. Et en fait, il a reçu les attributions d'un théâtre, sauf que notamment la mairie de Paris et le ministère lui ont dit, écoutez, on est en train de chercher un théâtre. Pour le moment, voilà, vous allez programmer dans d'autres théâtres, mais on va vous trouver un lieu. Ça a duré quand même à peu près 20 ans. C'était une grande bataille. Voilà, alors après, est-ce que c'est significatif de la place et du sérieux accordé aux arts de la marionnette? On peut le penser. Oui, voilà. C'est vrai que c'est une publication qui a accompagné aussi la reconnaissance en fait de ce théâtre de la marionnette. Oui, c'est vrai. De manière qui... C'est vrai, ça a été un outil militant voilà. Parce qu'il y avait des pages qui étaient réservées notamment aux acteurs de ce mouvement dont je parlais tout à l'heure, que ce soit Théma ou tout ce courant de professionnels des arts de la marionnette qui ont agi, se sont battus pour qu'à l'université il y ait des cursus, pour que les théâtres généralistes, scènes conventionnées, scène nationale, centre dramatique national, programme aussi des artistes des arts de la marionnette. Donc voilà, c'est vrai que finalement, la fin de ce journal, il y a à peu près 6 ans. Alors, logiquement, c'est-à-dire que ce journal est né parce qu'il n'y avait pas de lieu, et quand un lieu a été attribué au Théâtre de la Marionnette à Paris, la directrice a décidé d'une part, bon, si vous voulez, il y a deux raisons qui s'additionnent, c'est que d'une part, le sens même du journal disparaissait, et puis il fallait faire une plaquette de saison. Pardonnez-moi, j'ai pas compris. Pourquoi le sens même de cette plaquette disparaissait? Parce que le journal est né pour parler d'un théâtre sans théâtre. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Donc à partir du moment où les tutelles ont dit, ben voilà, on vous attribue le théâtre Mouffetard. Donc voilà, c'était enfin finalement l'aboutissement de cette bataille. La directrice a décidé de mettre son budget communication, puisque ça c'était sur la ligne communication, hein, bien sûr, dans le théâtre, dans une plaquette de saison, comme tous les théâtres, pour dire justement, nous sommes un théâtre avec un lieu, et voilà tout ce qui se passe dans le lieu. Bon, voilà, après on peut regretter, c'est vrai qu'il y aurait pu y avoir un autre journal. Moi, j'aurais refusé de continuer, mais bon, ce journal est allé, accompagner l'histoire de ce théâtre, et voilà, c'était aussi naturel qu'il s'arrête. Et puis bon, il y a le graphisme aussi, c'est vrai qu'il y a une grande attention qui était donnée aux images, aux photos, avec le graphiste Loïc Le Gall. Qui travaille encore avec le théâtre de la Marionnette. Oui, c'est lui qui fait les affiches. L'esthétique, c'est toujours un petit peu... Oui, il y a beaucoup d'objets, des objets insolites. Et une autre chose que je trouve très intéressante, c'est... en fait, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait deux exigences qui habitaient en même temps dans la publication, c'est-à-dire
d'un côté le fait de s'adresser à tous, comme vous disiez, parce que du coup il y a des articles là, qui vraiment expliquent au public comment fonctionne le théâtre, ou par exemple, voilà, vous faisiez même des enquêtes auprès du public pour savoir comment est-ce qu'ils se sont passionnés de théâtre des marionnettes. Etc. Et de l'autre côté, voilà, le fait de donner la parole aux artistes, aussi parce que finalement, le journal, il s'appelle pas Journal de théâtre des marionnettes ou La marionnette, mais Omni, du coup, objet marionnettique non identifié. Oui. Avec l'idée, voilà, d'une ouverture à tous les artistes, puisqu'ils puissent aussi prendre la parole, j'ai l'impression, un peu à ce sujet-là. Oui, c'est-à-dire c'est rendre compte d'une créativité artistique très importante et qui reste accessible. Enfin, moi, c'est un des éléments qui ont fait que je me suis aussi passionnée pour ce théâtre-là, c'est que c'est un théâtre très exigeant, très inventif, très visuel. Donc c'est aussi dans l'air du temps, on aime ce qui est visuel aujourd'hui. Et en même temps, souvent, parce qu'il ne faut pas non plus généralisé, mais souvent qui est accessible au plus grand nombre, parce que il y a une dimension populaire qui anime certains artistes du théâtre théâtre d'animation, on peut aussi l'appeler comme ça. Comme il y a du cinéma d'animation, on peut aussi parler de théâtre d'animation dans lequel on pourrait mettre, ce serait une catégorie dans laquelle on pourrait mettre le théâtre d'objets, le théâtre d'image, la marionnette, toutes ces formes, le théâtre de matière. Parce que certains artistes ont fait des spectacles à partir de pâte à pain dramatique. Ou je pense à Pierre Meunier qui a fait un spectacle avec des cailloux, le tas, où c'était vraiment la question de la gravité de la chute du point de vue existentiel, philosophique, avec des cailloux. Donc ça, c'est un théâtre qui n'est pas classable, sauf qu'il ne peut pas se faire sans ces objets-là. Donc peut-être qu'on peut mettre... Enfin, je ne sais pas, moi ça m'intéresserait de savoir quelle vision vous avez de ce théâtre-là. Est-ce que vous vous dites, je ne le connais pas, ou je ne connais que la forme populaire traditionnelle, ou est-ce que vous avez l'occasion de voir des choses comment vous percevez quand on vous parle des arts de la marionnette, vous avez des expériences? Oui. Moi j'aime beaucoup le théâtre des marionnettes. J'ai l'impression d'en connaître pas mal de formes différentes. Et c'est drôle parce que cette année, du coup, j'ai un cours de ça. Oui, des théâtres de marionnettes sans marionnettes, oui. Mais sans mettre forcément d'objets central. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont parlé de la non-danse, c'est-à-dire des spectacles chorégraphiques sans danse. On pourrait se dire, bon, c'est encore un avatar de cette approche un peu postmoderne où on déconstruit tout. Mais je crois vraiment que c'est pas tout à fait ça en ce qui concerne les arts de la marionnette. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un théâtre de marionnettistes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une approche de la scène qui est différente, comme on peut avoir du spectacle de circassien où il n'y a plus vraiment d'agrès ni de prouesse, mais un travail sur le corps qu'un acteur ne pourrait pas faire. Et je pense que le théâtre de marionnettistes serait un théâtre où la façon d'aborder les éléments de la scène, la lumière, l'espace, les corps, d'autres objets qui seraient sur scène, mais est celle d'un marionnettiste, c'est-à-dire de quelqu'un qui va où le corps de l'acteur n'est pas central et où il y a un décentrement du centre de gravité du spectacle, c'est-à-dire un théâtre où il y a du lien. Parce que ce qui définit finalement, je vais essayer de trouver des exemples quand même, mais ce qui définit le marionnettiste aussi, c'est l'objet, mais c'est l'espace entre le corps et l'objet. Vous savez, le théâtre de masque, l'objet est sur le corps. Le théâtre de marionnettes, il y a cet espace-là entre le corps de celui qui anime et la marionnette. Et notre imagination se met en route, si bien sûr l'objectif est atteint,
se met en route dans cet espace-là. C'est-à-dire ce que je vois très bien que ce n'est pas un être vivant, que c'est un être inerte, c'est même pas c'est un objet, c'est une chose qui devient vivante. Et c'est dans le geste finalement du marionnettiste, on a à l'esprit que les marionnettistes sont plutôt, comment dirais-je, à découvert sur les scènes, et c'est dans cet espace-là que arrive le théâtre. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un geste qui n'est pas technique, on voit que c'est un geste de transposition du jeu sur l'objet. C'est l'objet, c'est pas l'objet qui joue, c'est l'acteur qui joue à travers l'objet. Donc il y a une transmission d'énergie, mais aussi d'intention, d'émotion, de pensée à l'objet. Oui, et en même temps, j'ai presque un contre-exemple. Enfin, oui. c'est des frontières qui sont compliquées, parce que je ne sais pas si vous connaissez le spectacle The Ventriloquist Convention de Gisèle Vienne, qui est un spectacle qui a joué pendant 2 ou 3 saisons, peut-être il y a 2 ou 3 ans, au Théâtre Nanterre à Monté. Et donc, en fait, Gisèle Vienne, qui est marionnettiste, qui a fait l'école de marionnettiste de l'Institut National des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, elle a travaillé avec les Puppen Theater de Halle, où donc c'est un gros théâtre allemand, enfin, assez classique et en même temps très réputé en marionnette, enfin, dis-moi si je me trompe. Et en même temps, il y a des comédiens au sein de sa compagnie aussi. Et donc là, tous les personnages, ce sont des acteurs. Ils jouent, enfin, chacun est à la fois acteur et en même temps a sa marionnette avec laquelle il joue. Donc il y a à la fois ce que tu dis, ce transfert d'énergie, et en même temps, il est tout le temps acteur et dans un face-à-face. Chacun est déployant un face-à-face avec sa marionnette qui est son alter ego, qui devient un petit peu le réceptacle de ses névroses. Donc il y a toujours des... Enfin, c'est vrai que les frontières sont extrêmement complexes à définir. On peut dire que c'est vraiment un spectacle complètement de marionnette, et c'est un spectacle d'acteurs, et c'est un spectacle sur la marionnette, et sur les marionnettistes c'est aussi. du méta-théâtre de marionnette. Enfin, c'est le spectacle le plus marionnettique en plus de Gisèle Vienne, je pense. Parce qu'elle fait intervenir l'objet marionnette, qui sont en plus des marionnettes très classiques, de type Muppet, c'est-à-dire avec il doit y avoir une main, et puis c'est à petite échelle, et avec la tête qui doit bouger, enfin la bouche qui s'ouvre. Oui, et c'est vrai qu'en plus dans ce spectacle, elle pose vraiment à travers toute une fiction, enfin fiction inspirée, c'est-à-dire qu'elle-même, elle s'était rendue dans des conventions de ventriloque, mais elle pose la question vraiment du rapport du marionnettiste à sa marionnette. Oui. Donc, en même temps, ça déploie plusieurs strates un peu de réflexion. Mais après, en fait, juste pour la question avec quoi, à partir de quand est-ce qu'on définit c'est de la marionnette, moi j'ai l'impression que ce sont plutôt les artistes aussi qui vont décider, et que c'est aussi peut-être leur parcours, puisque quelqu'un qui aura fait l'Institut National des Arts de la Marionnette, de fait on va le définir comme marionnettiste potentiellement, alors qu'il pourra avoir recours à des choses, ou d'autres, un acteur qui aura fait un conservatoire pourra avoir recours peut-être aux mêmes artifices, pour travailler simplement sur la matière, sur la poussière ou le sable, mais il ne se définira pas forcément comme marionnettiste. Il y a aussi toujours peut-être les intitulés que les institutions ou que les personnes elles-mêmes se donnent. C'est un débat. Ouais. La critique, c'est un débat en fait aussi, parce que ça peut arriver d'aller voir un artiste et à la fin de dire, j'aille voir l'artiste et je lui dis, là vous avez fait un spectacle complètement marionnettique, et lui il va me dire, non, moi j'ai voulu faire un spectacle théâtral. Donc en fait c'est des lectures, mais je pense à un artiste comme Jean-Pierre Laroche, si vous en avez entendu parler, un des aînés maintenant, qui lui est scénographe et architecte. Donc il a une approche de la scène qui n'a rien à voir avec ni un acteur d'ailleurs, ni un marionnettiste. Mais en revanche, lui, il crée des mécanismes. Donc il y a des objets qui vont bouger tout seuls. Voilà, il y a la notion de rébus aussi qui était très présente dans son théâtre. Et l'un de ses derniers spectacles, il y a des objets, mais il y a des surprises, il y a des choses qui se produisent, et les deux acteurs en scène ne sont pas au centre. Il y a des événements qui jouent autour d'eux, qui sont joués par des objets. On pourrait dire qu'il n'y a pas de marionnette. Est-ce vraiment du théâtre d'objets ? C'est une approche très personnelle aussi du théâtre d'objets. Les ateliers du spectacle, c'est le nom de sa compagnie. Vous aviez une question ? C'était par rapport
Des stages à la fin de chaque semestre, si on veut. Et moi, j'avais pris la marionnette. Et c'était avec Polina Borisova, une marionnettiste russe qui a fait aussi Charlie Mézières, et c'était Mouffetard. Et l'invisible, ces exercices qu'on a pu faire, de porter des bols d'eau. On devait raconter ce que c'était pour nous, ce qui pouvait être et ce qu'il pensait. Et elle donnait toujours des exemples et on aimait beaucoup ça parce qu'elle est très talentueuse. Et il y avait quelqu'un qui avait ramené, je crois que c'était peut-être moi d'ailleurs, qui avait ramené une map monde et elle s'amusait à la faire tourner. Et à un moment donné, la map monde elle a tourné trop vite et elle a vraiment la retourner comme ça. Et c'est pas elle qui a donné l'impulsion à l'objet, c'est l'objet qui, en tournant trop vite, l'a fait. Mais c'est quelqu'un d'intéressant, Polina Borisova, à plusieurs titres. C'est que donc elle vient de l'école de Charleville-Mézières, dont tu parlais. Elle sculpte les marionnettes, donc elle est aussi actrice de marionnettes, comédienne. Elle conçoit ses spectacles. L'un des spectacles que j'avais vu, il n'y avait absolument pas d'objet sauf du ruban adhésif. Et avec le ruban adhésif, en fait, elle faisait apparaître des personnages, des espaces. On était dans l'inconscient, dans les souvenirs. Enfin, c'était un grand voyage finalement dans ce qui n'existe plus. Voilà, c'était assez puissant. Et donc voilà, elle fabrique également des marionnettes qu'on peut voir dans différents spectacles contemporains. Je pense que pour comprendre aussi l'art du marionnettiste, il y a la notion de service, d'être au service de l'objet. Voilà. L'acteur va s'appuyer sur l'objet comme support, comme accessoire, comme quelque chose qui va nourrir le personnage, nourrir la situation, renforcer l'émotion. Mais le comédien marionnettiste, il va être capable de mettre l'objet au premier plan de l'attention. Et lui, on va complètement l'oublier. C'est-à-dire qu'il peut se mettre au service de l'objet, lui donner l'intensité dramatique, ce qui n'est pas forcément, par exemple, de prendre un stylo et puis de faire que le stylo devient un personnage. Mais par exemple, la map monde, elle peut devenir le centre de l'attention et à un moment du spectacle raconter ce qui se passe dramatiquement par cette illusion que c'est la map monde qui existe pleinement et l'acteur l'oublie. Donc c'est une notion de service. Alors il y a certains marionnettistes, j'ai rencontré des marionnettistes anglais récemment et eux parlaient d'un état de dévotion. Je trouve ça très intéressant. L'état dévotionnel où en fait il s'oublie complètement pour faire vivre ces marionnettes. Donc là c'est quelque chose que l'acteur n'apprend pas puisque l'acteur il a l'attention sur lui. Il doit jouer avec ça, le personnage est collé à son corps, alors que voilà, les marionnettistes apprennent à s'effacer ou à être à la fois acteurs et, comme dans le spectacle dont tu parlais, parce qu'ils ne sont pas toujours tout le temps au dernier plan. Il y a aussi tous ces spectacles, et Ilka Schonbein, dont vous avez vu des images, que Marinette Delaney a très bien photographiées, et voilà, la notion aussi de photographie de spectacle, je ne sais pas si ça fait partie des sujets, mais voilà, il y a ceux qui écrivent sur les spectacles et il y a ceux qui laissent des traces visuelles et la photographie de spectacle est une des choses les plus difficiles à mon sens et la photographie de spectacle de marionnette encore plus difficile parce qu'il faut arriver à photographier justement cette magie qui existe entre l'objet et l'acteur. Et donc je disais qu'Ilka Schonbein, elle a aussi cette notion à la fois elle est au service de l'objet qu'elle anime et en même temps elle existe et elle dialogue avec lui. Donc c'est toute une grammaire, ça on pourrait dire que c'est une spécificité, mais c'est bien de la connaître pour la nommer, mais je pense qu'on peut tout à fait se dire, voilà, ça joue pas, l'émotion est là, l'émotion n'est pas là, mais en tout cas, quand on commence à connaître cet art-là, on peut se dire, oui, là, il y a toute une grammaire de l'absence-présence, comment l'acteur devient absent, comment il devient présent, comment il peut y avoir une lutte de présence aussi entre les deux personnages, la marionnette et le personnage incarné par l'acteur,
comment aussi l'acteur peut à un moment prendre sa marionnette comme un objet et la réduire au rang d'objet inerte, de choses. Donc il y a comment dirais-je, il y a des ressources propres, voilà, à la marionnette, et qui sont activées ou pas par les artistes. Mais moi je dirais que tout le monde peut voir un spectacle de marionnette, tout le monde peut faire une critique, ça j'en suis convaincue. L'année dernière j'ai fait un atelier avec des lycéens du Val d'Oise qui n'allaient pratiquement pas au théâtre. Et la question c'est voilà, qu'est-ce que j'écris face à un spectacle? J'ai l'expérience du spectateur, donc je suis en mesure de dire, même à mes amis, à ma famille, bah oui, ça valait vraiment la peine, ou bien, oh non, c'était décevant pour telle et telle raison. Donc je pense que vraiment, à partir du moment où on a vu un spectacle complètement, honnêtement, on peut être en mesure de faire une critique. Voilà, je ne sais pas s'il y a des... Je demandais à Christina s'il y avait un journal étudiant et s'il y avait éventuellement des critiques de spectacles dans le journal. Non, il y a peut-être des critiques de cinéma, peut-être. Je ne connais pas du tout la presse étudiante Non, ici. je pense oui, il devrait y avoir un journal avec des critiques. Il y a même, oui, je ne sais pas si ça va continuer cette année, mais il y avait des rencontres organisées justement pour porter une parole juste à l'oral sur des spectacles. Ah oui, oui, bah, voilà, une forme de critique, mais oui, à l'oral. Si, je ne sais pas si... Bah, en radio, c'est ce qui se fait, hein. Oui, La radio associative, des espaces critiques aussi. oui, c'est vrai Voilà. que, bon, là quand même, peut-être c'est plutôt dans ton cours, il s'exerce à la critique, à l'écriture. Oui. Moi, je le fais un peu travailler sur... Après, j'avais une question. C'était plus... alors, par rapport à ce que tu disais au début, voilà, où tu disais que toi, tu ne te positionnes pas quelqu'un qui va forcément travailler pour l'histoire du théâtre, enfin, pas en tant que critique, dans le sens qu'un critique qui travaillerait pour l'histoire du théâtre et la postérité. Après, c'est vrai que le travail du critique, il est quand même aussi là, quelque part, pour s'adresser aux artistes et faire un retour. Et alors, est-ce que, justement, le fait qu'il y ait une faible critique, enfin une faible présence et visibilité et existence de la critique dédiée au théâtre au théâtre de marionnettes et au théâtre d'objets, ça a des répercussions peut-être sur une absence de pensée de la part des créateurs, parce que tu as ce sentiment-là. Oui, je comprends Et qu'ils en ton pâtissent. interrogation. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Alors, je peux reformuler, tu vas me dire. Oui, vas-y. C'est-à-dire que... Est-ce que les créateurs pâtissent en fait, Oui. du fait qu'il y ait une faible... En partant du principe que les créateurs ont besoin de la critique. Ouais. Oui, voilà. C'est vrai que là, je renvoie aussi à... C'était Jean-Pierre Anne qui, lors de la première rencontre, disait aussi que le travail du critique, il était là parfois pour renvoyer quelquefois à l'histoire du théâtre. Parce que l'histoire est très volatile et on oublie des choses qui ont été faites et que le critique pouvait aider aussi à poser des jalons et à dire ça s'inscrit dans tel domaine, dans tel champ. Tout à fait, oui, la recontextualisation. Oui. Bon, moi je pense que le critique c'est une espèce de super spectateur, mais non pas dans le sens qu'il est, comment dire, supérieur, mais dans le sens où il mange du spectacle toute l'année. Je emploie volontairement un terme un peu trivial, mais c'est vrai que voilà, nos semaines, voilà, on ne se passe pas sans qu'on voit 1, 2 spectacles. Et on va voir énormément de spectacles, donc on est des spectateurs, on va dire, un peu... je ne sais pas si on est éclairé, parce qu'il faut autre chose pour être éclairé, mais en tout cas assidus. Voilà. Donc je pense qu'on est aussi là pour peut-être être un peu une parole des spectateurs, dans ce sens-là, je dirais. C'est-à-dire que si un spectacle n'a pas fonctionné, je pense que c'est important de le dire, pour les artistes aussi, parce que je pense que les artistes ont aussi besoin, non seulement de lauriers, mais aussi qu'ils puissent entendre que voilà, le spectacle a touché, mais qu'il y a certaines parties ou certaines dimensions du spectacle qui sont trop faibles ou qui sont insuffisantes. Voilà.
c'est vrai que tu as raison de le souligner, quand on parle avec des compagnies, des artistes, assez souvent arrive la question des retours, un manque de retours. On aimerait avoir des retours, peut-être parce que les gens autour d'eux ne sont pas suffisamment sincères pour faire des retours constructifs ou des retours justement négatifs. Enfin, je pense aux jeunes compagnies aussi, beaucoup. Donc je trouve que ça fait partie du travail, donc qui n'est pas forcément publié, parce qu'il y a la question de la critique négative, ça on peut en parler un petit peu après. La place de la critique négative dans la presse, en tout cas, la presse écrite n'est pas du tout évidente, mais je trouve que ça peut faire partie aussi d'une mission, enfin d'une fonction, qui est de faire des retours oraux aussi aux artistes. Voilà, là on n'est plus vraiment dans la fonction du critique théâtral qui rédige des textes. Mais c'est vrai que si c'est négatif, je trouve que c'est important de pouvoir faire apparaître des points négatifs du spectacle, qu'on juge négatifs dans les critiques. Ouais. Après, est-ce qu'on le fait et est-ce qu'on a l'espace pour le faire? Je sais que dans la presse grand public, au niveau des responsables dans la rédaction, il arrive souvent qu'on me dise mais nous on préfère parler des choses qui valent la peine, donc si le spectacle est raté, on n'en parle pas. Voilà. Mais qui est aussi, c'est aussi dû au fait qu'il y a peu d'espace, mais aussi je pense au fait que la fonction critique n'est pas forcément assumée. Voilà, après je sais qu'il y a une critique plus complète qui est sur Internet. Alors moi j'écris un peu moins en ce moment pour Internet. Je ne sais pas si tu as ce sentiment que sur le web, la critique équilibrée, donc aussi négative, a davantage voix au chapitre. Oui, après, tout dépend. Enfin, donc pareil, dans les rédactions qui payent leurs journalistes sur Internet, enfin, moi, Regard qui est un trimestriel mais un site Internet, il y a quelques années, moi je faisais un petit peu de critique pour eux, ils prenaient de temps en temps des critiques sur des spectacles. Ben, c'était pareil, le rédacteur en chef m'avait dit écoute, on n'a pas un gros budget pour les critiques, donc autant que tu parles d'un spectacle que tu as envie de défendre. Donc oui, c'est ça, après, à partir du moment où si on a une rédaction qui rémunère ses journalistes, on tombe quand même très très souvent dans le même travers que dans la presse écrite. Oui. Voilà. Après, il y a la question des blogs. C'est vrai que ça, on en avait parlé un peu lors de la rencontre avec Jean Piral, oui. où certains, oui, peuvent critiquer de manière négative, mais c'est pas non plus, ça libère même pas forcément toujours la parole. Parce que certains vont être pris dans des jeux de connivence, de réseau, d'amabilité, d'amitié, de renvoi d'ascenseur. Parce qu'en effectuant un voyage de presse, donc ça veut dire que leur train, leur hôtel, leur restaurant est pris en charge par le théâtre. Et donc, si vous n'avez pas aimé le spectacle, pour certains, c'est un peu compliqué de défoncer, en fait, d'émettre une critique négative. Vous voyez un petit peu les conditions de production de la presse ou justement la presse théâtrale? Ça vous parle un peu, là, ce qu'on raconte? Oui. Moi, je crois que le moment où j'étais le plus libre, c'était justement dans un média complètement libre, mais c'était bénévole, c'était sur Fréquence Paris Pluriel, donc une radio associative locale, où pendant 10 ans j'ai participé à une émission sur le spectacle, et on pouvait consacrer 1 heure même à un spectacle où on avait aimé, mais moyennement, ou quand on trouvait vraiment que c'était une arnaque, on pouvait aussi prendre le temps de critiquer. Expliquer l'arnaque. Oui, je pense que c'est une des fonctions du critique. Voilà, mais les places sont... la place manque, et puis finalement on a un rôle de prescripteur, voilà ce qu'il faut aller voir, voilà ce qui est bien. Et moi je trouve que c'est quand même très utile, parce qu'il y a une forêt
pour ne pas dire une jungle de propositions en théâtre, si on n'est pas spécialisé. Enfin, vous qui êtes dedans, vous avez sans doute un œil plus averti. Mais c'est vrai que le grand public qui veut passer une soirée au théâtre, comment il va choisir? Il va voir les gens qui sont connus, une pièce classique. Ça va être à peu près les seuls repères. Et vous, comment choisir qui est un hebdomadaire Oui. D'abord, est-ce que vous êtes la seule à décider ou pas? Est-ce que je suis, pardon? La seule décisionnaire? Non. Ah non, non, pas du tout, parce que il faut dire que je suis pigiste, c'est-à-dire que je ne suis pas payée mensuellement, quel que soit le nombre d'articles, je suis payée à l'article. Je travaille non pas sur le site de la rédaction, mais en fait, bon, je repère tous les spectacles que je veux voir dans le mois, par exemple, en me disant, voilà, ça c'est des artistes que je suis, ça m'intéresse personnellement, ça pourrait intéresser La Vie ou le Parisien Mag, puisque je travaille aussi pour le Parisien Mag en ce moment. Et bon, je couvre aussi le cirque, donc j'essaye de voir voilà, ce qui se passe dans un secteur. Et ensuite, c'est après avoir vu le spectacle, je me dis, bon, le lecteur, je pense au lecteur, c'est-à-dire que si c'est quelque chose qui est très expérimental, enfin c'est sûr que je ne vais pas voir les mêmes choses, enfin voilà, ça va pas, je sais que ça va demander d'être dans une certaine position de spectateur, quelqu'un qui s'intéresse justement à des nouveaux langages, à des recherches formelles très pointues. Ça, c'est le lecteur de mouvement. Quand je travaillais pour le mouvement, j'allais voir pas mal de formes expérimentales. Donc là, bon, moi je dirais que ce qui me motive, c'est des spectacles qui ont un fond, qui sont artistiquement solides et intéressants. Où il y a toujours une recherche, parce que je trouve que voilà, le théâtre entre guillemets classique, il existe beaucoup dans le théâtre privé, et que dans le théâtre public, il y a des formes justement différentes, des sensibilités qu'on ne trouve pas dans les théâtres commerciaux, et que voilà, c'est ça moi que j'ai envie de défendre. Voilà, donc des artistes qui ne sont pas sous les feux de la rampe. Bon, ça, on va dire que c'est ma recherche depuis longtemps. Et ensuite, c'est aussi sur donc, l'expérience aussi de spectateur, à quoi ça envoie. Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment déranger pour nous emmener dans une autre vision du monde, une réflexion? Est-ce que, par exemple, les spectacles d'Ilka Schandbein ne sont pas toujours très très bien reçus, parce que je pense à La Vieille et la Bête, ça parle de la mort, elle a son corps très, très émacié, elle parle vraiment aussi du dégoût, de la maigreur. Moi je l'ai vu avec des personnes qui ont vraiment eu un recul sur ce spectacle, pratiquement épidermique. Mais je pense quand même que ça n'a rien à voir avec le bagage culturel, c'est des sensibilités, donc c'est pour tout le monde. Voilà, et parmi tout le monde, il y a des personnes qui vont se sentir attirées et d'autres qui vont avoir une répulsion. Mais là, on ne parle pas de bagage culturel, de référence. Voilà. Donc moi, je préfère, pour le grand public en tout cas, et c'est vrai que c'est aussi un peu ce qui m'intéresse, c'est plutôt des spectacles accessibles à tout le monde qui vont qui vont atteindre un sommet artistique et puis qui vont nous renvoyer aux grandes questions de l'humanité ou à des questions d'actualité et qui ont une certaine portée humaniste peut-être, c'est-à-dire qui nous aident à comprendre ce que veut dire vivre humainement. Voilà. Qu'est-ce que c'est être un être humain Je pense que c'est vraiment à la fois une fenêtre sur le monde et une fenêtre sur nous-mêmes, le théâtre. Donc, si en 1h30, les artistes arrivent à nous émouvoir, mais pas seulement, à nous faire voir les choses autrement et à nous nourrir, quitte à nous déranger, oui, là je pense que ça vaut la peine. Moi je me dis toujours, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? On sort de chez soi, alors qu'on a envie de rester à la maison, surtout en hiver. On prend les transports, on paye
on paye un ticket qui est quand même pas spécialement bon marché, 15 €, allez, on va dire, dans le meilleur des cas. Et on reste assis pendant 1h30. Est-ce que ça vaut la peine est-ce que ça vaut le déplacement? Est-ce que ça vaut l'effort? Est-ce que... Ben non, c'est quelque chose qu'on a vu 40 fois. C'est juste des clichés, c'est paresseux, c'est pauvre. Non, voilà. Est-ce que ça sert l'art aussi? Voilà. Est-ce que ça fait vivre l'art du théâtre? En fait, c'est ça, en fait, le premier élément en fait, qui vous intéresse lorsque vous écrivez. Est-ce qu'il faut aller le voir? Est-ce que vous direz, voilà, est-ce qu'il faut ça vaut la peine? Voilà. C'est vrai Une que... question, oui. Oui, mais est-ce que du coup, par rapport à votre critique, vous serez plus indulgente en allant voir? Vous ne pouvez pas attendre de la même exigence qu'une troupe qui vient de débuter sur les planches. Par exemple, si vous allez à la Comédie Française, bien évidemment, vous avez beaucoup plus d'attentes que si vous allez dans un petit théâtre d'une petite ville. Oui, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire, votre critique, elle s'adapte aussi à ce que vous allez voir ou pas? Alors, oui, votre question est très intéressante, c'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre l'ambition du spectacle, voilà, et les moyens. Est-ce que, bon, généralement, on peut aussi voir un spectacle comme une mission que se donnent les artistes. Les artistes ont une idée, ils veulent aller quelque part et ils se donnent les moyens. Alors parfois, l'idée est magnifique, mais la mise en œuvre est complètement ratée parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix. Ça peut être aussi... C'est intéressant de lire, voilà, est-ce que finalement l'ambition de l'artiste c'est de divertir intelligemment? Et alors, c'est pas très philosophique, mais c'est du clown magnifique, généreux, on rit et c'est très bien fait et c'est respectueux du public. Oui, là mais je vais continuer à répondre, mais sur la question de quel objectif se donne, enfin quelle ambition se donne l'artiste et est-ce que le résultat était à la hauteur de ses ambitions. Bon, si ses ambitions sont complètement inintéressantes, il peut atteindre son objectif, ça ne change pas, le spectacle restera inintéressant. Alors après, sur la question des amateurs et des professionnels, je dirais que ça ne se pose pas tout à fait en ces termes-là, parce que je ne vais voir je n'écris que sur des artistes professionnels. Ça m'arrive de voir du théâtre amateur, parce que ça m'intéresse aussi, et on voit des très, très bonnes choses aussi chez les amateurs. Mais ça va... Peut-être si je transpose votre question, ça peut être par exemple entre un jeune artiste et un artiste qui a 30 ans de métier. C'est ça? Ça rejoint votre question? Oui, c'est-à-dire, je trouve que si c'est le premier spectacle d'un jeune artiste qui sort d'une école, on est obligé d'avoir des critères qui sont à la mesure du point de départ de l'artiste. Et que justement, peut-être le même spectacle, à peu près, signé par un jeune artiste, on va trouver ça vraiment fort. Et si c'est un artiste qui a déjà 30 ans de métier qui fait ce spectacle, on se dit non, c'est pas possible, ils ne seront pas. Je caricature un peu, mais c'est pour vous donner une idée. Il faut quand même voir qui est derrière le spectacle. Si c'est des marionnettistes, une troupe de marionnettistes comme les Allemands par exemple, qui font un spectacle où la manipulation n'est pas très bonne, on ne peut pas être indulgent. Si c'est une jeune compagnie qui vient du théâtre d'acteurs et qui se lance dans la marionnette, qui fait quelque chose d'intéressant, mais où la manipulation est un peu faible, on peut le comprendre et on peut justement voir les autres points forts. Voilà, c'est vrai que c'est relatif à qui sont les artistes. Alors du coup, vous écrivez pour des lecteurs... Par rapport à ce que je viens de dire, c'est oui, ça, par vous rapport au rebondissez fait sur ce que je dis. Oui, vous parlez soit d'un jeune qui se lance, tout en ne sachant pas que ça fait 30 ans qu'il fait quelque chose. Donc du coup, vous devez avoir... Est-ce que vous avez cette nuance-là? Eh bien, moi je trouve que c'est mon rôle justement de pouvoir dire... en fait, c'est un spectacle intéressant. Ça fait 30 ans qu'on voit la même chose, donc si vous ne connaissez pas l'artiste et que vous aimez ce style de spectacle, vous pouvez y aller. Et si vous avez vu tous les spectacles ou les 2 derniers spectacles de cet acteur, c'est pas la peine parce que c'est la même chose.
Donc je trouve que là, on revient dans la contextualisation, c'est-à-dire que nous, on sait ce qu'il y a à peu près autour du spectacle. Voilà, c'est-à-dire est-ce que c'est un spectacle qui a une tournée internationale pendant 10 ans et qui a été encensé, et en fait, quand on le voit, on se dit, bon, c'est franchement décevant par rapport à toute l'effervescence autour. Mais oui, ça joue beaucoup. Puisque quand même, il doit y avoir des spectacles de marionnettes pour lesquels il y a beaucoup d'attentes et du coup, pour lesquels on attend quand même un article qui soit du coup, positif ou il y a des remarques même négatives sur le travail. Oui, il y a des artistes de marionnettes. Ilka Schonbein, c'est une des plus grandes marionnettistes en France. Non, parce que vous disiez qu'il n'y a pas d'espace pour la critique négative. Oui. Il doit bien y avoir par exemple des spectacles importants de marionnettes pour lesquels on attend justement des critiques et qui finalement en fait ont déçu. Alors moi je pense quand même que la situation a évolué depuis 20 ans. Okay. C'est-à-dire que par exemple Ilka Schonbein, quand elle a créé son dernier spectacle, il y a 4 ans je crois, Marinette, c'est ça, 4 ans à Charleville-Mézières. Pas cette édition, mais oui, peut-être 3 ans. Oui, merci. C'était attendu et je pense qu'elle a eu des articles dans la presse nationale de manière évidente. Alors je pense que ça pouvait être mesuré, mais en tout cas c'était considéré comme un spectacle important. Oui, le retour d'Ilka Schonbein, qui n'avait pas été créé depuis plusieurs années. Le spectacle, la compagnie Turac aussi, qui est assez, je pense, bien couverte en termes de médias. Oui, maintenant on commence à voir quand même des artistes, des marionnettistes quand même assez, je ne sais pas si on peut définir, des artistes qui font du théâtre de marionnettes qui sont assez célèbres et du coup peut-être on va naître aussi cette attente pour une critique qui soit justement exigeante. Oui, mais je pense que certains artistes, je pense aussi à Philippe Gentil, qui depuis 30 ans est très très reconnu, il n'est pas forcément identifié comme marionnettiste, mais c'est son parcours. Là ça fait longtemps qu'il n'a pas créé, mais ces spectacles sont traités par les journalistes de danse, de théâtre. Vous aviez une question ? Ouais, j'ai plusieurs questions. On a parlé de la relation du théâtre de marionnette un peu au théâtre et puis donc, un peu à la danse. Mais c'est quoi la relation du théâtre de marionnette aux musiciens, puisque c'est quand même un job qui est assez proche, il me semble. Et je ne sais pas du tout, mais est-ce qu'il y a un travail vers... Vous voulez qu'on aborde un peu l'actualité de la marionnette contemporaine, les formes que ça peut prendre ? Ouais, c'était une de mes questions. Oui, la musique, c'est la place que leur donnent les artistes. Il y a des spectacles de marionnettes sans parole où la musique est très importante. Parfois le musicien est présent sur scène, parfois non. Je ne sais pas s'il y a une tendance, mais en tout cas, on peut aussi faire une comparaison intéressante entre l'approche de l'instrumentiste et l'approche du marionnettiste. Parce que certains marionnettistes vont vous expliquer leur savoir-faire en le comparant à celui de l'instrumentiste. C'est-à-dire que la marionnette serait l'instrument, et donc ils jouent du théâtre avec leur instrument qui est la marionnette. C'est une métaphore très intéressante parce que ça exige une même discipline corporelle et mentale, je pense, puisque la musique, ça requiert ça aussi, une grande concentration. Voilà, entre le marionnettiste et le musicien, il y a vraiment des points communs. Mais de là à vous dire, voilà, la musique aujourd'hui dans les arts de la marionnette ressemble à ça, non, je pense que c'est très varié. Il y a... Non, mais plutôt dans l'idée, par exemple, de la collaboration, ça ne me surprend pas tellement qu'il y ait des musiciens sur scène, mais par exemple, est-ce qu'il y a des marionnettistes qui vont dans des concerts, et du coup, quel est le rôle est-ce que le critique il peut avoir un rôle de médiateur entre les arts et de proposer enfin, je sais pas, si vous allez voir un spectacle de musique et ça vous fait penser à un spectacle de marionnettes, est-ce que vous pouvez en parler et essayer de
de rapprocher ces arts, de... Ah oui, vous voulez dire dans les références? Ouais, voilà, Oui, et parce que vous disiez, le critique spécialiste, il a un avantage, mais il a aussi ça a aussi un intérêt quand vous allez voir autre chose, j'imagine, quand vous allez voir de la danse, vous devez sûrement pas la regarder de la même manière. Oui, alors pour vous répondre précisément, moi je n'écris pas sur la musique. Voilà, parce que je considère que c'est un autre monde. Personnellement, je vais voir des concerts, mais ce n'est pas mon activité professionnelle et je considère que c'est autre chose. Et à titre personnel, d'ailleurs, je ne suis pas très attirée par le fait d'écrire sur la musique. Parce que voilà, suivant le rapport qu'on a à la musique, ça peut être très différent. Enfin, la danse aussi, je trouve que c'est assez particulier d'écrire sur la danse. En tout cas, sur la musique, pour vous donner un exemple de marionnettistes qui travaillent avec la musique, il y a la compagnie Émilie Valentin qui travaille avec des marionnettes en bois et qui a pu faire des opéras. Donc là, on a non seulement un orchestre baroque, mais aussi des chanteurs lyriques. Et il y a une tradition de l'opéra de marionnettes qui a pu être complètement réappropriée par des artistes. Je pense à William Kentridge, donc un plasticien, homme de scène, c'est un artiste complet, sud-africain, et qui a mis en scène plusieurs opéras avec des marionnettistes, notamment la compagnie, en particulier la compagnie Handspring Puppet Company, qui est une compagnie sud-africaine également. Où on pouvait voir sur scène des chanteurs et les manipulateurs et avoir l'illusion que c'est la marionnette qui chante. Donc il y a des traditions de marionnettes et musique, voilà, qui existent. Et alors l'autre question, pardon, il me rafraîchir la mémoire. Les multimédias. Ah oui, le multimédia. Oui, je dirais que c'est à l'œuvre dans la marionnette contemporaine comme ailleurs. C'est-à-dire c'est plutôt très présent dans le théâtre, je crois. Chez les marionnettistes, on peut voir différentes tendances. Il y a eu un moment un intérêt pour le robot, avec l'utilisation de robots pratiquement réels sur scène. On a pu en voir d'ailleurs au Festival de Charleville-Mézières cette année. Ça présente un intérêt parfois très relatif parce que la marionnette et le robot sont antinomiques. Le robot, il est programmé. La marionnette, elle agit en temps réel. On peut avoir une marionnette numérique avec des câbles qui est manipulée à distance, mais son mouvement est toujours impulsé en temps réel par un acteur. Donc, je dirais que se pose cette question-là de la différence entre l'automate et la marionnette. Bon, l'automate étant l'ancêtre du robot. Et puis sur les autres technologies, il y a les projections d'images qui vont rejoindre aussi le théâtre d'ombre. Donc là, je trouve que l'approche des marionnettistes qui s'intéressent au théâtre d'ombre vont utiliser cette nouvelle projection de lumière à leur manière. Et là, il peut y avoir vraiment des choses très intéressantes qui se passent. Oui. J'avais une autre question par rapport justement au théâtre d'ombre, mais également tous les théâtres de marionnettes. Vous aviez dit que quand on fait une critique sur des marionnettes, il faut s'y connaître un tout petit peu, ne serait-ce que dans les différentes techniques de marionnettes utilisées ou dans les différentes techniques de théâtre. Et je me demande comment on peut retranscrire dans une critique l'aspect presque mystique finalement de la mise en vie d'une marionnette, ou dans l'exemple du théâtre d'ombre de la vivacité de ces images qui sont presque vivantes devant nous finalement, et comment on peut réussir à transcrire à l'écrit ça et pas seulement transcrire quelque chose de technique, parce que dans ce cas on est juste dans la description technique de ce qu'on voit avec des utilisations techniques, mais qui finalement ne renseignent pas sur l'énergie portée par le spectacle. Oui, c'est votre question. Ça pose toute la question de la critique. Comment justement est-ce qu'on écrit une critique? Quelle est la différence entre une critique et une description d'un spectacle?
Parce que évidemment, faire une critique, ça n'est pas de décrire, même partiellement, ce qui se passe sur scène, ce qu'on voit, les costumes, le récit, le jeu des acteurs. On doit être capable de dire ce que ça rend, quel effet. Je dirais que, bon, il me semble que l'intérêt de la critique, c'est aussi de pouvoir justement mesurer l'espace entre ce qui est mis en œuvre, ce qui existe, et ce qui nous arrive à nous. C'est-à-dire ce qui arrive dans notre corps, les sensations, ce qui arrive dans notre cœur, est-ce qu'on est affligé, est-ce qu'on est joyeux, enfin, quelles sont les émotions qui nous sont transmises, et puis la pensée. À quel endroit ça nous emmène de la pensée. Donc je pense que le spectacle, il est en nous, en fait. Alors après, il y a autant de spectacles que de spectateurs, on dit. Mais je dirais que, enfin pour moi, c'est essayer de capter ça, de le rendre parfois en très très peu de signes, parfois c'est des tout petits textes, mais essayer de rendre ça, cette alchimie. Avec quoi on repart en fait? Voilà, ça pourrait être deux questions. Est-ce que ça vaut la peine d'y aller et avec quoi on repart? On repart. Oui, c'est intéressant. Oui, peut-être le jeune homme qui n'a pas parlé encore? Ça vous dérange pas? C'était en lien? Non, oui, c'était en lien ce qu'il disait, mais merci. La fonction de critique en elle-même n'est pas tant sur la marionnette. Justement, tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait prendre un peu plus au sérieux comment devenir critique dramatique, comment parler, comment être capable de faire des critiques. Il n'y a pas de formation type. Par exemple, vous-même, vous l'avez dit dès le début, votre formation, c'est d'être journaliste. Mais c'est monstrueux le travail qu'il y a derrière la critique dramatique. De payer son billet, il y a tout un travail derrière et pourtant, il n'y a pas de formation. Heureusement, on ne paye pas notre billet à chaque fois. Il y a des invitations. Sinon, en plus d'être très occupé le soir, on serait ruiné. Mais, alors oui, la formation, bon, moi qui me suis formée sur le tas, visiblement comme tout le monde dans la critique, est-ce qu'il y a besoin d'une formation? C'est sûr qu'une méthodologie, c'est pas mal. Oui. Mais ça pourrait être dans les cursus de journaliste, par exemple. Il pourrait y avoir quelque chose là-dessus. Ou dans les cursus d'art du spectacle. Oui. Voilà, alors hormis le... Ouais, je suis d'accord avec toi, parce qu'en plus c'est extrêmement pédagogique. Non. De dire, voilà, enfin je ne sais pas si certains professeurs vous invitent à le faire, mais voilà, écrivez au moins le spectacle. Sur un mois, vous devez aller voir un certain nombre de spectacles, je suppose. Bon, vous en choisissez un et puis vous faites une critique en 1500 signes. C'est un feuillet, c'est assez confortable. Moi, je fais des critiques en 1000 signes pour la vie, donc c'est plus court que ça. En vous disant, voilà, je m'adresse, je sais pas, c'est un journal étudiant. C'est un très bon exercice parce que ça oblige à structurer son expérience. C'est-à-dire à faire le bilan, parce qu'évidemment, ça évolue avec le temps. Vous pouvez sortir d'un spectacle extrêmement enthousiaste, puis le lendemain, commencer à voir les défauts. En vous disant, par exemple, oui, finalement, c'est quand même une compagnie de danse qui fait de la marionnette, et la danse, finalement, est-ce que c'était à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre? Vous voyez, on est humain, donc parfois on est séduit. Et puis parfois on est aussi dérangé, on peut rejeter jusqu'à ce que, avec le temps qui passe, on se dit, mais ouais, quand même, ça m'a emmené assez loin, j'y pense encore. Finalement, c'est pas inintéressant. Donc il y a le spectacle, il chemine aussi en nous, donc c'est apprendre à voir ça. En tout cas, je pense que moi je dirais oui, il faut la formation à ça, parce qu'en plus, pour des gens qui se destinent, je sais pas, à être artiste ou à être enseignant, ou être prof de théâtre, je sais pas ici quels sont les métiers vers lesquels vous vous dirigez, mais je trouve que c'est quand même très formateur.
Après, juste pour dire, c'est vrai, concernant cette question de formation, pas de formation, c'est une question, je pense que au final, tous les journalistes ou critiques se posent, enfin tous les journalistes qui font de la critique ou tous les critiques qui se définissent plus comme critiques que comme journalistes se posent, et qui a à voir aussi avec celle de la légitimité en fait. C'est-à-dire qu'à quel moment est-ce que je suis légitime aussi à prendre une parole. Donc après, on peut se dire qu'on est légitime à partir du moment où on a un support, donc un magazine ou un journal qui vous donne cette parole. Je crois que c'est Gilles Sandier, le journaliste Gilles Sandier, qui disait « Il n'y a pas de grands critiques, il n'y a que des grands journaux ». En somme, en disant c'est le journal qui fait le critique, quoi, qui tout à coup lui donne une autorité, confère une légitimité, une autorité à sa parole. Et après, sur cette question-là, je sais par exemple que la critique d'art Elisabeth Lebovici, donc elle est critique d'art art plastique, art contemporain, grande militante des droits LGBT, qui a écrit un ouvrage sur les artistes qui sont morts du sida ou qui ont travaillé sur la question du sida. Elle dit en fait qu'elle a aussi longtemps eu cette question de la légitimité parce qu'il n'existe pas non plus de formation de critique d'art. Et en fait, elle dit quelque chose qui est assez beau. Elle dit au bout d'un moment, c'est l'expérience, le rapport aux œuvres, l'expérience des œuvres au fil du temps qui, petit à petit, a fait que je me suis autorisée qui m'a autorisée et qui a fait que je me suis sentie autorisée à me définir comme critique. Oui, c'est vrai. Non, j'allais ajouter, il y a aussi une chose, je pense qu'on apprend quand on veut faire une critique de spectacle, c'est aussi apprendre par rapport à ses propres émotions. C'est-à-dire, il y a les éditorialistes dans la presse sont des gens qui ont une tribune pour dire ce qu'ils ont envie, pour donner leur point de vue personnel. Or, je pense que le critique de théâtre n'est pas là pour donner son point de vue personnel. La critique est nourrie de son point de vue personnel, mais moi j'aime parler d'une subjectivité, parce qu'il n'y a pas d'objectivité dans l'art. Ça peut se discuter, mais je dirais subjectivité éclairée. C'est-à-dire je parle de ma place de spectatrice, mais en ayant à l'esprit le contexte de l'œuvre, d'autres spectateurs que moi aussi. Mais voilà, qui est nourri par l'expérience, oui, là, bien sûr, ouais, je te rejoins. Après, je trouve ce qui serait important et aussi formateur, et je pense que c'est un peu le but aussi des rencontres, c'est d'amener du coup aussi journalistes ou critiques, voilà, à pouvoir vraiment réfléchir sur leur travail. Peut-être il n'y a pas toujours des moments, des occasions pour le faire, parce que vous êtes toujours en prise justement avec ce que vous êtes en train de faire. Mais je pense qu'il y a finalement un intérêt à ça, puisque c'est vrai que, comme vous dites, il n'y a pas de méthode, là je suis assez d'accord. Il y a peut-être l'école de l'expérience. C'est peut-être aussi rien que d'écrire une activité formatrice, mais je pense de pouvoir avoir cet échange entre des personnes qui ont une expérience concrète de ça et personnes qui justement se posent la question juste de par où je commence. Parce qu'écrire, oui, peut-être ça peut être ça peut être, je sais pas, juste un geste quand on commence, mais commencer à avoir une réflexion sur ce geste-là, je pense que c'est quand même important. C'est pour ça, voilà. Et une réflexion aussi à partir d'éléments très concrets. Du coup, les journaux, les ouvrages même concrets, les revues concrets, Omni, et même, moi je suis aussi fascinée par votre livre, parce que je trouve, par exemple, il y avait cette question liée à la fois à amener les artistes à pouvoir avoir une réflexion sur leur travail, mais du coup dans ce livre, cela vous amène vous aussi à avoir une certaine réflexion sur votre travail. Et parce qu'il y a les deux articles croisés entre vous et quand même vous adoptez une écriture qui n'est pas forcément journalistique. En fait, moi j'ai l'impression plutôt poétique. Du coup, ce travail, ça va vous amener finalement peut-être ailleurs, donc vous avez l'habitude, peut-être ailleurs de votre cadre de sécurité, je ne sais pas trop comment dire. Et du coup, je trouve que là, il y aura un objet éditorial,
assez incroyable et quand même qui nous dit quelque chose sur comment porter une parole critique sur ces spectacles-là. Merci. De rien. Mais bon, c'est un temps long aussi. C'est un temps long l'édition. On n'est pas dans l'urgence d'écrire pour les contemporains qui vont aller voir le spectacle aux dates précises. Et puis il y a une approche. Enfin, peut-être que tu pourrais peut-être raconter aussi. Il y a un temps encore beaucoup plus long pour la photographe, puisque ça fait 25 ans que je la suis et que je photographie tous ces spectacles. Donc ça, c'est... Oui, j'imagine. La logique, mais peut-être, la logique du livre, c'était aussi d'abord un livre d'images en hommage à cet artiste. Okay. Voilà. Donc je ne pouvais pas avoir une plume critique. Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai été plutôt dans les impressions. Et puis à un moment, j'ai essayé de raconter un peu comme un conte son destin. Voilà, son destin d'artiste, enfin le destin qu'elle s'est construit. Et surtout en laissant la place aux images qui sont des traces très poétiques et émotionnelles aussi des spectacles. C'est pas forcément en contradiction, c'est-à-dire il y a toute une filon critique justement liée à l'impression et liée à l'exigence de pouvoir évoquer ses propres impressions du travail de certains artistes ou de moments de certains spectacles pour les faire justement revivre pour les lecteurs. Du coup, ça aussi, ça peut être considéré une sorte de travail critique, mais du coup plus poétique, qui permet du coup associé à l'image de justement porter un regard sur le travail. Oui, ce serait une approche plus littéraire qui n'a pas forcément sa place dans la presse. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà. Il l'a eu. Voilà. Après, oui, c'est-à-dire la critique impressionniste, c'était la critique des grands quotidiens dans les années 50, 60 encore, et même. Mais en fait, voilà, c'est une approche en fait possible. Peut-être aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu une tendance à une écriture journalistique plus dépouillée, qui visait plutôt à l'information, et une sorte qui visait parfois aussi tendait vers la description. Parce qu'on disait, voilà, quelle est justement comment ça s'imbrique. Quand on cède à la description factuelle presque, quand on est déjà en train de porter, voilà, parfois justement, lorsqu'on lit une critique, on a eu l'expérience, même avec les étudiants, certains disent, oui, mais là, il est juste en train de décrire le spectacle, certains d'autres, voilà, ils sont en train déjà d'en dire quelque chose, voilà, un regard qui est porté. Là encore, il y a l'ambiguïté, mais je pense une écriture poétique liée aux impressions peut être aussi éventuellement une posture critique. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais que ce n'est pas ce qu'on attend. Oui, bien sûr, dans les journaux, oui, bien sûr. Les critiques. Alors après, peut-être dans des revues littéraires, où il y a des auteurs qui vont... je n'ai pas de nom en tête, mais des auteurs qui vont écrire sur d'autres artistes. Voilà, des artistes écrivent sur d'autres artistes, des écrivains écrivent sur des spectacles parce qu'ils sont touchés, ça peut rejoindre leurs propres obsessions, où l'enjeu n'est pas d'informer. Oui, bien sûr. Alors, il y avait peut-être une question ici et après vous. Alors moi j'avais juste une question au tout début de la rencontre, vous avez parlé de critiques justes, de faire des critiques qui soient justes, et plus tard vous avez dit que la critique c'était dire ce que ça rendait, quel effet le spectacle produisait. Vous avez dit après un point de vue subjectif éclairé, mais à ce moment-là, moi je vois surtout le cas que dans un spectacle en particulier, quand bien même il y ait plusieurs critiques, plusieurs journalistes, pigistes qui soient là, au final, on va avoir des critiques qui vont être totalement différentes. Et du coup, nous, en tant que lecteurs, comment détecter les critiques qui sont justes ou pas? Voilà, c'était la question. Là, c'est votre travail, je dirais.
Et oui, au moins vous avez le choix. Vous pouvez justement voir que certains ont adoré, d'autres ont détesté. Moi, où je me situe, est-ce que ce que je lis me donne envie d'aller faire mon opinion, ou bien est-ce que je lis me fait penser que c'est pas la peine. Moi, je pense qu'on peut lire entre les lignes et que parfois, on peut lire une critique négative et se dire ça, je suis sûre que c'est un spectacle pour moi. C'est un peu paradoxal, hein, mais en tout cas, ça nous dit aussi ça existe et les gens ne sont pas d'accord. Donc pourquoi est-ce que c'est parce que tel artiste est encensé depuis 40 ans et que les mêmes journalistes continuent à l'encenser alors que ce qu'il fait a vraiment baissé en termes de niveau artistique? Est-ce que c'est parce qu'il y a une mode et puis il y a des gens qui sont plus lucides? Ou bien est-ce que c'est vraiment génial et puis il y a des gens qui sont aigris ou qui sont allergiques à ce type de théâtre parce que c'est peut-être un spectacle qui va avoir des partis pris radicaux. Donc on peut comprendre le rejet de certains. Donc voilà, je dirais que justement c'est vraiment intéressant de lire plusieurs critiques parce que bon, finalement le travail entre guillemets, enfin l'effort du lecteur, c'est d'arriver à voir si en superposant ces critiques, il arrive à une image un petit peu cohérente. Parce que je pense que quand on prend l'habitude de discuter, enfin je ne sais pas si vous allez au spectacle en groupe, et si vous avez des discussions après, mais c'est très intéressant justement de creuser, parce que la critique commence là en fait. On peut sortir en disant oh, j'ai adoré, ou bien vraiment quelle horreur, et puis s'arrêter là. Mais à partir du moment où on se dit ah bon tiens, pourquoi t'as adoré en fait, ou bien qu'est-ce qui fait que j'ai détesté ce spectacle? Et bien là on commence à faire un travail critique et à se dire bah, en fait je n'ai pas supporté la diction de tel acteur. Ah, au contraire, moi c'est ça qui m'a emmené vraiment dans une dimension mythologique, que sais-je, et donc d'arriver à nommer ce qu'on voit et qu'en fait on peut voir la même chose, mais au moins et avoir un sentiment contradictoire, mais au moins se mettre d'accord sur ce qui était là. C'est un style très emphatique, donc moi je supporte pas. Au contraire, moi j'aime beaucoup. Et donc après, on peut arriver à voir aussi la diversité des sensibilités. Oui, et ce qui est assez beau, moi ce que je trouve assez beau, c'est que aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Internet, ça a complètement bouleversé aussi notre rapport au journalisme, en fait, à la presse. Mais c'est vrai traditionnellement, les gens achètent un journal, toujours le même, ils sont abonnés. Et donc, en fait, on développe une relation comme ça. Et c'est vrai que si vous écoutez toujours régulièrement des émissions de radio, si vous lisez régulièrement les mêmes supports, enfin les mêmes sites internet ou les mêmes magazines, au bout d'un moment, vous allez voir avec quelle critique vous avez des affinités. Et moi, je trouve ça assez beau. Enfin, ce truc, je sais que par exemple, si Éric Nehoff, le critique cinéma du Figaro, démonte un film, je me rue voir ce film. Enfin, je sais que il y a Bernard Dort, je pense que le livre il doit être ici. C'est un recueil d'ouvrages, un recueil d'articles qui s'appelle Un siècle de critique dramatique, qui a été un ouvrage co-dirigé par Béatrice Picon-Valin. Et donc dans ce livre, il y a un article de Bernard Dort qui s'appelle Monsieur Jean-Jacques Gaultier et le théâtre. Et en fait, Jean-Jacques Gaultier était un critique historique hyper important du Figaro pendant des décennies aussi. Et en fait, Bernard Dort, il descend quand même Jean-Jacques Gaultier, parce que Bernard Dort, lui, il écrivait pour travail théâtral, il n'était pas du tout sur le même bord politique, puis sur le même une manière de penser son travail et le théâtre, et la fonction de ce qu'est le théâtre. Et en fait, à un moment, il dit quelque chose d'assez beau, où en gros, il dit, de toute façon, Jean-Jacques Gaultier, il écrit pour son lectorat, il écrit pour le goût de son lectorat. Et que ce qu'il écrit, ça correspond et ça vient conforter aussi les goûts des lecteurs du Figaro. Donc voilà, c'était juste un repos. Oui, d'où l'importance de connaître le titre, le travail, le critique, et dans quel cadre ça s'inscrit aussi. Oui. On a lu la magnifique citation de Roland Barthes, Jean-Jacques Gaultier. Étant un portillon automatique, passer ne passait pas. C'est vrai, voilà. Les lecteurs de Figaro attendaient de lui des jugements
assez nette. Et on savait vite, voilà, lui, théâtre d'avant-garde, non. Il le dit dans un article Roland Barthes, Ok. oui. Oui, Jacques Gauthier, c'est un portillon automatique, parce qu'il n'est pas cette barre. Vous avez une question? Moi, c'était par rapport aux photos. Je me demandais en fait comment vous faites pour les choisir. Parce qu'autant un article a pas mal de caractères, donc il peut toucher plusieurs sujets, autant une photo, c'est une seule image. Donc comment est-ce que vous faites Alors souvent, le choix s'est fait aussi avec Ilka, parce qu'elle a toujours envie de voir ce que je rends de son travail. Bon, elle a une certaine confiance dans mon regard parce qu'on a beaucoup de liens et que j'adore son travail, mais tout de même, elle veut savoir aussi si j'ai bien rendu son travail de marionnettiste. Bon, moi j'attache une grande importance à l'esthétique de ma photo et aussi à l'émotion qui s'en dégage. Donc, je sais pas. Je crois que assez vite on voit quelle est l'image forte, quelle est celle qui est juste aussi, celle qui rend absolument avec exactitude et avec sensibilité et avec beauté. Et pour ça, vous utilisez toujours le noir et blanc ou vous faites par la photo couleur? Alors, depuis quelque temps, Ilka me demande de faire de la photo numérique, de la photo couleur, parce que elle a, en vieillissant, je crois qu'elle veut un peu attendrir, adoucir son travail, qui était quand même très hard à une époque, hein. En particulier dans un spectacle qui s'appelle Chair de ma chair, il y avait des images très fortes et très violentes et très dures. Je crois qu'en vieillissant, vous voyez, elle s'est un petit peu adoucie. Et c'est curieux parce que de plus en plus, elle parle de sujets graves, comme justement la vieillesse et la mort, mais elle a envie qu'on rende cela d'une manière un petit peu plus... Ah voilà, Chair de ma chair, vous voyez, ces images, elles sont quand même assez terribles. Et je n'imagine pas que j'aurais pu faire ça en couleur. Bon. Personnellement, je me considère plus comme une photographe argentique que numérique. Je suis venue au numérique par la force des choses et puis parce que c'est dans l'air du temps. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus fort parce que le noir et blanc ne correspond pas à notre œil, à notre regard. Donc c'est déjà une transposition, c'est déjà plus artistique en ce sens, pour moi, quoi. Et puis, c'est un travail argentique, demande aussi qu'on fasse tout le travail. La prise de vue, mais le développement des pellicules, l'agrandissement des photos. Tout ça, c'est un travail beaucoup plus passionnant pour moi que de se mettre devant son ordinateur et de faire le choix de ses photos. Bon, c'est pas trop mon truc, mais c'est pas de mon âge non plus. Et pour les photos, vous les prenez sur une représentation qu'elle fait qu'à vous ou c'est en représentation avec du public? Alors, il y a eu tout au cours des 25 ans. Hein. Au départ, quand je l'ai rencontré, je l'ai photographié en spectacle, évidemment. Hein. Et d'ailleurs, la photo qui a été choisie pour l'affiche, c'est une photo qui a été prise le jour où je l'ai rencontrée. Donc, c'est vrai qu'elle est assez incroyable cette photographie, je trouvais, puisque là vraiment on la voit dans son public. Oui, voilà, c'est ça qui m'a marqué. J'ai trouvé ça intéressant parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve parfois aussi un peu chez vous, Nali. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a cette idée de parler du spectacle, mais aussi finalement de pouvoir rejoindre aussi le public, parce que parfois vous parlez aussi
d'où il y a certains de vos articles, où quand même il y a toujours cette idée que le spectacle, ça ne s'arrête pas à juste la représentation. Mais il y a un avant, il y a un après. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment beau cette photo du coup, où elle est au milieu de son public. Aussi avec son pour masque parler de très vieille dame. Et elle va se coller entre les deux fléchois. Alors je dis des fléchois parce que ça se passe à la Flèche. C'est le festival des affranchis, donc des arts de la rue. Et vous voyez, elle va un petit peu les provoquer. Elle se met entre deux. Elle les prend par le bras, comme ça, et elle les fait jouer avec elle. Et on voit qu'ils sont heureux. Alors que c'est des messieurs, l'un a mis son chapeau, l'autre sa casquette pour être très élégant le jour où il va au spectacle. Et elle bon. C'est un jeu absolument exceptionnel, c'est sûr. Alors, dans la photo qui est à côté, c'est une photo de famille. Elle m'a demandé de photographier ses marionnettes et elle est au milieu de ses marionnettes. Voilà. Ah oui, vous me demandez, je n'ai pas répondu à tout. Hein. Donc, au départ, je l'ai photographiée, évidemment, dans la rue, là, sur la scène, en train de jouer, puisque je ne la connaissais pas. Je peux vous dire qu'en même temps que je faisais mes photos, je ressentais une émotion, quelque chose qui m'est rarement arrivé esthétiquement. Ça a été un choc très fort, ma rencontre avec Ilka. Si bien qu'après, à la fin du spectacle, je suis allée la voir, mais elle ne parlait qu'allemand. Moi, pas du tout allemand. Donc, on a absolument échangé que des sourires. Et elle a vu mon admiration. Et je me suis arrangée pour la retrouver un mois après et lui montrer ce que j'avais fait sur elle. Donc ça a été le tout début. Alors ça, c'était sur scène. Bon, maintenant, depuis assez longtemps, elle ne joue plus dans la rue, elle joue sur des scènes. Donc, très souvent, je suis obligée de la photographier en spectacle parce que c'est là que je la retrouve, que je la rencontre et qu'elle n'a jamais le temps de consacrer une séance à la photo. Hein, ça, elle travaille trop, elle n'a pas le temps. Sauf que pour son dernier spectacle, là, j'ai eu énormément de mal à le photographier parce qu'il est différent des spectacles précédents. Vous avez vu sa famille, hein, ce sont des grandes marionnettes dans l'ensemble. Là, dans le dernier spectacle, elle a des petites marionnettes qui peuvent être de cette taille-là ou les plus grandes comme ça, quoi. Donc là, c'est très difficile d'avoir à la fois très très bien la petite marionnette et puis à l'arrière, Ilka, qui souvent en plus se voile, met un chapeau, enfin assez dans l'ombre. Donc, 4 fois, 5 fois, j'ai photographié ce spectacle et je n'étais pas satisfaite du résultat. Et enfin, il y a quelques mois, j'ai obtenu qu'elle trouve le temps de me consacrer une séance photo. Alors quand même avec un petit peu un éclairage meilleur. Et moi, faisant ce que j'aime, c'est-à-dire m'approchant vraiment très près. Parce que j'aime vraiment la proximité, le gros plan. Et là, évidemment, ma séance a été bien meilleure. Voilà. Il m'est arrivé aussi quand même de faire des séances en filage pour pouvoir faire une affiche et les photos de sa pub. Bon, ça aussi, c'est plus confortable. Je vais être obligée d'interrompre parce que l'université va bientôt fermer. Je suis désolée, il faut que j'interrompe. Alors, je voulais dire que si vous avez envie de prendre des revues papier, tout ce qui est là, vous pouvez vous servir. Il y a aussi des tirés à part des mouvements sur des festivals de marionnettes auxquels j'avais collaboré. Donc voilà, ça c'est gratuit, servez-vous. Les numéros d'Omni, c'est pareil, si on a qui vous intéresse, allez-y.